Notre invité ce matin, Gilles Simeoni, bonjour. Bonjour. Leader du mouvement autonomiste corse, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale. Le 1er janvier, les deux départements corse et la région fusionneront avec une seule collectivité territoriale que vous présiderez. C'est ça. C'est ça. Bon, nouveau statut de la Corse avec cette nouvelle collectivité unique. Comment s'appellera-t-elle ? Le nom sera à définir par les élus qui siégeront. Nouvelle collectivité de Corse, effectivement, qui va naître de la fusion de l'ancienne collectivité territoriale et des deux conseils départementaux, qui va regrouper près de 5000 fonctionnaires et agents, et qui aura la lourde tâche, lourde mais exaltante, de faire rentrer la Corse dans le mais ça c'est beau, siècle. ça c'est le cadre. Hein. Ouais, donc le nom, ça sera quoi ? C'est très important le nom. Hein. Mais c'est pour ça qu'on y réfléchit. Vous y réfléchissez, ça sera quoi ? La Corse, là, je ne sais pas moi. On va essayer de trouver un nom qui exprime à la fois notre attachement à cette institution à naître, qui soit bien sûr bilingue, en corse et en français, et puis qui nous... Vous avez une idée déjà ? J'en ai quelques-unes. Alors, donnez-moi 2-3 idées comme ça. Non, mais je sais pas si ça sera choisi, ça pourrait être quoi ? Non, mais c'est important de montrer qu'on n'est pas seulement dans une dimension administrative, qu'il y a une dimension symbolique et politique très forte. Justement, vous pensez à quoi ? Je peux pas vous dire. Non, vous pouvez me dire. Laissez-moi. Non. Gilles Simeoni, vous pouvez me donner 2-3 pistes. 2 ou 3 pistes. Ça pourrait être quoi ? Il y aura... Non, mais il faut trouver... Corsica, je sais pas. Il y aura Corsica dedans, forcément. Corsica ? Forza ? Non, ça c'est de l'italien. Non, ça c'est aussi du corse. Non, mais sérieusement, je pense qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. La force corse, ça serait pas mal, non ? Oui, ça serait pas mal. Corsica, la force, Forza. L'espoir, la volonté de Corsica, oui, forcément. Forcément. Bon, forcément. Siège Ajaccio ? Siège Ajaccio. Évidemment. Oui, mais ensuite, bien sûr, nous aurons à discuter avec Bastia, avec l'ensemble des villes, parce que cette collectivité de Corse à naître, ça sera la collectivité de toute la Corse et de tous les Corses, et donc il ne faut qu'aucune ville, aucun territoire ne se sente laissé de côté ou oublié. Près de 5000 agents à gérer, 1,4 milliard d'euros de budget, une dette de 790 millions d'euros à gérer. Un peu moins. Oui, 650. À gérer. Du boulot. Vous serez donc président, c'est l'avènement d'un roi de Corse qui aura tous les pouvoirs, c'est Dominique Bucchini qui dit ça. Ancien président communiste de l'Assemblée de Corse. Dominique Bucchini, qui est mon ami, que je salue. Fraternellement. C'est votre ami, mais enfin, vous êtes un roi. Oui, c'est un ami qui est un peu taquin de temps en temps. Non, vous savez, il n'y a jamais eu de royauté en Corse, à différence du grand pays qu'est la France. Vous savez que nous avons eu une constitution... Corse, la France sont deux pays différents, quoi. Oh non, mais il y a une île. Et puis, aujourd'hui, il y a un grand pays qui s'appelle la France. Et chez nous, il y a eu un roi, mais un roi... pays qui s'appelle la Corse. Un roi à titre très transitoire. Il y a surtout eu une démocratie, une constitution écrite, qui reconnaissait d'ailleurs le droit de vote aux femmes, avant même la Constitution de 1789. Oui, non mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a une question corse ? Il y a, bien sûr, et à l'évidence, une question corse, qui est une question à la fois administrative, économique, sociale, culturelle, institutionnelle, mais qui aussi et surtout, fondamentalement, politique. Voilà, et nous allons entrer dans les détails. Mais auparavant, réponse de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, quand on lui pose la question, y a-t-il une question corse ? Il répond, il y a évidemment une particularité, c'est pas tout à fait pareil, de la Corse, mais comme il y a des particularités dans les autres régions françaises. C'est bien connu. La Corse égale la Picardie. Comme les autres la régions. Corse égale la Picardie, égale la Franche-Comté. Non, moi j'ai beaucoup de respect pour toutes les régions de France. Vous savez qu'on travaille d'ailleurs en étroite concertation avec les présidents de région. Il y a une tendance générale à la décentralisation en France et c'est très heureux. Et ceci étant, il y a aussi une singularité de la question corse, fondamentalement politique. Cette question, elle tient à l'existence d'un peuple, le peuple corse, qui depuis un demi-siècle, dans la période contemporaine, se bat pour être reconnu, pour avoir droit à la vie et pour être reconnu également dans ses droits. Une nation ? Est-ce que la Corse est une nation ? La Corse est une nation. Si l'on entend par nation la volonté de s'affirmer collectivement, être porteur d'un projet autour d'une langue, d'une culture, d'une histoire, d'un rapport à un territoire. Donc la Corse est une nation. La Corse est une nation et elle a été historiquement une nation. Elle est aujourd'hui une nation qui est en train de se construire et de s'inscrire dans la modernité. Avec son drapeau. Avec son drapeau. Avec son hymne. Avec son hymne. Oui. Et avec sa langue. Avec sa langue.
Mais ceci n'est absolument pas exclusif de la langue française. Ceci ne signifie pas irrespect ou distance vis-à-vis de la Marseillaise ou du drapeau tricolore. Nous voulons simplement être nous-mêmes et combiner cette expression et cette reconnaissance de notre identité collective avec d'autres appartenances. Êtes-vous rassuré par la volonté du gouvernement de vous donner une large autonomie? J'ai entendu ça dans les discours officiels. Le Premier ministre, le porte-parole. Au moment où je vous parle, nous sommes dans l'incertitude totale quant aux intentions réelles du gouvernement. D'abord parce que les mots varient. Tantôt on nous parle d'autonomie, tantôt on nous parle de décentralisation, tantôt on fait semblant de croire que l'autonomie n'était pas dans notre programme alors qu'elle était au cœur de nos demandes, une autonomie de plein droit et de plein exercice. Quelquefois enfin, y compris dans la bouche de monsieur Griveaux, on laisse croire que l'autonomie serait une forme de rupture avec la France, ce qu'elle n'est absolument pas. Donc nous sommes très clairs, nous disons que dimanche dernier, il y a eu un véritable raz-de-marée démocratique en Corse. Il s'était exprimé au premier tour, 46% des voix. Il s'est confirmé et amplifié au deuxième tour, près de 56,5% des voix en faveur de la liste Péragours que je conduisais, et que, au-delà du résultat électoral, il y a aujourd'hui en Corse une très grande majorité des citoyens de cette île qui veulent inscrire notre présent et notre avenir à la fois dans la paix, c'est indispensable de le rappeler avec force, dans le développement, dans l'émancipation et dans un véritable dialogue avec le gouvernement, avec l'État, mais un dialogue qui ait du sens et qui prenne en considération... Mal, ce dialogue, me semble-t-il. Pour l'instant, il commence mal, dans la mesure où les premiers signes qui sont donnés sont des signes d'une extrême frilosité, d'une forme de conservatisme. Et vous allez avoir une interlocutrice, Jacqueline Gouraud, qui est ministre auprès du ministre de l'Intérieur, qui sera Madame Corse, nous dit-on. Oui, Madame Corse. Madame Gouraud, que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans des discussions techniques, vis-à-vis de laquelle, bien évidemment, je n'ai aucun a priori, et dont je sais que l'on dit qu'elle est quelqu'un d'ouverture et de dialogue. Mais ceci étant, ce qui est essentiel, au-delà de la personnalité des interlocuteurs que le gouvernement choisira de nous désigner, c'est le cadre politique dans lequel s'inscrit ce dialogue, et notamment le premier mandat qui sera donné à Madame Gouraud. Donc, je vais entrer dans vos revendications. Et pour l'instant, ce cadre est notoirement insuffisant. C'est insuffisant. Totalement. Bon, alors, je vais entrer dans vos revendications, mais auparavant, je vais reprendre ce qu'a dit le Premier ministre, je le cite, « Les initiatives devront être prises, vos initiatives, dans le cadre constitutionnel de la République française ». Vous êtes d'accord avec ça? C'est une première limite, qui est une limite, à notre avis, qui borne de façon insatisfaisante l'horizon des discussions. Il y a une constitution, aujourd'hui, française, et nous entendons bien évidemment la respecter. Ceci étant, depuis 1958, date de son entrée en vigueur, la Constitution a été modifiée 24 fois. Vous demandez une modification de la Constitution? Tout à fait. Je pense que la Constitution doit être modifiée pour prendre en compte la spécificité de la Corse, de ses attentes et de ses besoins. Et je vous rappelle que cette demande de modification constitutionnelle a fait l'objet d'un vote très largement majoritaire de l'Assemblée de Corse, un vote qui a réuni non seulement les nationalistes, mais également des élus de gauche et de droite. Donc l'inscription de la Corse dans la Constitution est la condition sine qua non de l'ouverture d'un espace juridique qui nous permettra de mettre en œuvre des politiques que nous ne demandons pas par dogmatisme ou par idéologie, mais dont nous démontrons par l'exemple qu'elles sont indispensables à la prise en compte des intérêts de la Corse et des Corses. Première demande forte, l'inscription de la Corse dans la Constitution. Il faut les 3/5 du Parlement pour modifier la Constitution. Sinon, référendum? Oui, Vous demandez un référendum? La voie du Congrès me semble être la voie très adaptée. Vous savez, je suis frappé de voir le décalage qu'il y a entre les attitudes de principe du gouvernement au début de ces négociations. C'est-à-dire des attitudes de principe qui sont des attitudes, disons-le clairement, globalement de fermeture. Et l'écoute et l'accueil que je reçois, que nous recevons, lorsque nous discutons avec les Français en général, c'est-à-dire les citoyens. Oui. Et également leurs élus intermédiaires, ou même leurs grands élus. Moi, vous savez, quand je discute avec des gens du continent, on parle de la Corse, ils viennent souvent en Corse. Pour eux, le peuple corse est une évidence. Le français, l'italien, l'espagnol, l'américain qui vient en vacances en Corse, vous n'avez pas besoin de plaider pendant 2 heures pour lui expliquer qu'il y a un peuple corse. Il le constate lui-même. Il dit, ces gens, eh bien, c'est une communauté avec sa langue, sa culture. Donc, faire de la Corse... Lorsque je discute, juste un mot, quand je discute avec mes collègues présidents de région, ils me disent, oui,
il y a la place aujourd'hui pour réfléchir à une véritable autonomie de plein exercice et de plein droit pour la Corse. Lorsque je discute avec monsieur Hervé Morin, qui ne peut pas être soupçonné d'être un révolutionnaire, qui est président de région et aujourd'hui président de l'ARF. Il me dit, moi je suis favorable à un pouvoir législatif encadré pour les régions, et je pense que la Corse, par son histoire, sa culture, son insularité, présente tous les traits pour que l'on puisse expérimenter cette mesure et aller le plus loin possible dans son application. Donc faire de la Corse un territoire à part. Faire de la Corse un territoire à part. Elle est déjà un territoire à part. Par sa géographie, par son non, mais histoire. Alors comme un territoire d'outre-mer, comme un territoire d'outre-mer. Avec certains traits qui peuvent emprunter effectivement à ce qui se passe au territoire d'outre-mer, mais je pense que nous devons faire preuve de créativité et d'inventivité. Lorsqu'une constitution ne permet pas de reconnaître un peuple qui existe, il faut changer la constitution et non pas demander au peuple de disparaître. Donc vous demandez un changement de la constitution. Dès lors qu'on aura ouvert sincèrement et loyalement le dialogue avec le gouvernement. Et je l'espère sous les auspices publics du président de la République, Emmanuel Macron, parce que nous avons aujourd'hui l'occasion de régler ensemble un conflit qui dure depuis 50 ans. Nous ne voulons plus du conflit, nous l'avons dit et nous l'avons démontré. Et nous voulons tourner définitivement cette page et construire une relation politique qui soit une relation de confiance. Moi, j'ai confiance dans l'appréciation des députés. Vous parlez de la majorité des 3/5, je le sens. Des députés et des sénateurs, qu'ils soient de gauche ou de droite. Moi je dis que si nous dialoguons, si nous allons vers eux, et si nous leur expliquons ce que nous sommes et ce que nous voulons, moi je suis certain qu'il y aura, dans quelques mois, une majorité des 3/5 au Congrès pour valider une révision de la Constitution reconnaissant la spécificité de la Corse. Alors, pour changer la Constitution, c'est utile de changer la Constitution parce que quand je regarde vos demandes, mais auparavant, on va entrer dans les demandes très vite, mais auparavant, juste cette remarque du Premier ministre. Une loi transforme les compétences de la nouvelle institution et avant même de fonctionner, d'exercer ses compétences, vous considérez que ces compétences sont insuffisantes ou insatisfaisantes ? Dites-moi. Avant même que ça fonctionne ? Je pense qu'il y a deux démarches à mener de façon concomitante et avec la même énergie. Nous avons une nouvelle collectivité de Corse qui va entrer en vigueur au 1er janvier 2018, dans quelques jours. Nous avons à la faire vivre, nous avons à la réussir, nous avons à travailler au quotidien pour répondre aux attentes et aux besoins des Corses qui nous ont aussi élus pour cela. Les Corses nous ont élus pour que nous discutions avec Paris, mais ils nous ont aussi élus, excusez-moi, parce qu'ils ont été satisfaits globalement du travail que nous avons mené depuis 2 ans, dans tous les domaines. La lutte contre le chômage, la lutte contre la précarité, le refus de la désertification de l'intérieur, la relance du comité de massif, la formation, l'éducation, la maîtrise de nos transports. Tout cela, nous devons le continuer et être dans le quotidien et dans le pragmatique. Oui, on est d'accord. Et à côté de cela, nous devons engager un dialogue qui ne va pas se clore du jour au lendemain, qui va certainement s'échelonner sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec le gouvernement et l'État. Gilles Simeoni, vous dépendez des aides publiques, vous dépendez de l'argent de la France. Donc comment allez-vous faire ? Vous ne pouvez rien faire, vous avez pieds et poings liés. Si nous dépendons aujourd'hui largement, trop largement, des subventions, c'est aussi le produit d'une histoire que nous assumons. Nous voulons sortir de la logique de dépendance pour aller vers la logique de responsabilité. Et nous écoutons aussi les reproches qui nous sont faits. On entend souvent, pas chez tout le monde, mais chez quelques-uns, dire la Corse coûte trop cher à la France. Nous ne voulons pas coûter cher à la France. Nous avons payé largement notre écho à la solidarité nationale, y compris à travers le sang versé au fil des générations et des conflits. Mais ceci étant, nous, on n'est pas dans une attitude ni d'épicier, ni de rancœur. Nous, on veut construire, construire aussi notre émancipation, notre responsabilité, et on dit, par exemple, faites-nous confiance, transférez-nous une part des du produit fiscal qui est prélevé en Corse. Pouvoir fiscal. Bien sûr. Oui, enfin, vous avez déjà des avantages. On a quelques avantages, mais je vous rappelle sur les vins locaux, taxation réduite sur les tabacs, TVA allégée pour certains produits. Enfin, alors, 3 réponses. D'abord, certains de ces avantages sont issus de l'histoire et ont eu à l'époque des compensations. On nous a pris nos forêts. Il faut le rappeler. C'est vrai. Deuxièmement, beaucoup de ces avantages sont aujourd'hui menacés. Et nous continuons à les défendre avec opiniâtreté. Troisièmement, et c'est l'essentiel, toutes les îles d'Europe ont des statuts fiscaux dérogatoires. Tout simplement parce que l'insularité génère un certain nombre de contraintes, y compris dans le domaine économique et social, que ne connaissent pas les autres territoires. L'article 174 du traité de l'Union européenne prévoit expressément des politiques publiques spécifiques, y compris en matière fiscale, pour les territoires qui sont soit insulaires, soit faiblement peuplés,
soit en retard de développement économique, et nous cumulons ces trois facteurs. Alors Gilles Simeoni, le pouvoir fiscal, c'est quoi? L'écotaxe pour les camping-cars, ça a été rejeté. Vous n'avez pas pu faire passer ça. On ne désespère pas de le faire passer. De le faire passer. Vous voulez un véritable statut fiscal et social, diminution de la moitié de la CSG, baisse de charges pour les entreprises installées en Corse, crédit d'impôt pour les investissements, taxe sur les résidences secondaires, c'est vrai? Taxe pour accéder aux sites remarquables, c'est vrai aussi? Oui. Oui. Alors, mais dites-moi, c'est une préférence corse, ça? Pas du tout, pas du tout. C'est une fiscalité adaptée à nos besoins. Trois remarques là encore. Première remarque, l'écotaxe sur les camping-cars. Oui. On veut sanctionner des comportements contraires à la loi et on veut les sanctionner en disant le produit fiscal qu'on va dégager, on va l'affecter à la gestion des espaces sensibles, qui plaisent à tout le monde et pas seulement aux Corses. On nous dit il faut la même loi partout sur le territoire, sauf que M. Darmanin, qui nous le dit à l'Assemblée nationale, 2 jours avant, il fait voter une zone franche pour son territoire d'origine des Hauts-de-France. Et moi, je suis très heureux pour les Hauts-de-France parce qu'ils sont dans une situation de difficulté sociale. Et je comprends qu'on leur accorde une préférence fiscale. Mais après, il ne faut pas nous dire à nous, vous n'y avez pas droit. Ça, c'est la première remarque. Quoi d'autre? Je sais pas moi, la création d'un statut de résident, par exemple. Alors les résidences secondaires. Vous me disiez la taxe sur les résidences secondaires. Il y a un taux de résidence secondaire en Corse qui est multiplié par 10, par 15, par 20 par rapport aux plus hautes moyennes françaises. Et les jeunes ne peuvent pas se loger. Ne peuvent pas accéder. Donc nous disons, nous n'acceptons pas ce phénomène de dépossession, nous n'acceptons pas ce phénomène de spéculation, et nous n'acceptons pas que les gens qui vivent en Corse, pas seulement les Corses, les gens qui vivent en Corse, et qui ne sont pas tous corses, ne puissent pas accéder à la propriété ou au foncier, par exemple, pour des agriculteurs. Et nous disons, nous voulons mettre en place une batterie de mesures, parce que nous voulons... la taxe sur les résidences secondaires. Dont la taxe sur les résidences secondaires, effectivement, parce que quand il y a des gens très riches, il est normal qu'ils payent pour les plus pauvres. Lorsqu'il y a des gens qui construisent des résidences secondaires et qui ensuite les louent, pendant 3 ou 4 mois l'été à prix d'or, et font de la concurrence déloyale aux professionnels du tourisme, il est normal qu'ils soient sanctionnés. Vous voulez aussi réserver l'achat d'un bien immobilier ou foncier à celui ou celle qui habite l'île depuis 5 ans. Ça, c'est vraiment... Vous ne transigerez pas sur ces points. On ne rentre pas dans une discussion en disant nous ne transigerons sur rien. Nous disons que nous considérons que ce statut est une mesure indispensable. Nous rappelons qu'il a été voté, là encore, par une majorité à l'Assemblée de Corse. Une majorité qui a associé les nationalistes, des élus de gauche et des élus de droite. Et nous disons également que ce statut de résident existe ailleurs et qu'il n'est pas discriminatoire puisqu'il ne s'applique pas seulement aux Corses, mais il a vocation à s'appliquer aux personnes qui sont résidents en Corse depuis 5 ans, quelle que soit leur nationalité. Bien, amnistie des prisonniers politiques. Ça, c'est une demande forte. C'est une demande transfert de ces prisonniers en Corse et amnistie. Alors, c'est une demande en 2 parties. Oui, en 2 parties. D'abord, rappeler que le conflit est aujourd'hui, en ce qui nous concerne, terminé. Est définitivement terminé. Et nous avons dit ensemble, y compris avec Corsica Libre, le parti indépendantiste, dirigé par Jean-Guy Talabogne, actuel président de l'Assemblée de Corse et futur président de l'Assemblée de Corse, nous avons dit ensemble, et pour ma part, vous savez que je le disais depuis longtemps et que j'ai plaidé avec opiniâtreté en ce sens, que le temps de la violence clandestine est définitivement et irréversiblement révolu. Cela veut dire que nous n'avons plus vocation aujourd'hui à générer des douleurs, des drames, des affrontements. La Corse a baissé les armes. La Corse a renoncé aux armes. Elle n'a pas baissé les armes. Renoncé aux armes. Et les nationalistes corses ont renoncé aux armes, mais... Donc les prisonniers politiques doivent être libérés. Les prisonniers politiques qui sont aujourd'hui poursuivis, recherchés ou emprisonnés sont les derniers protagonistes d'un conflit qui a cessé. Il faut bien qu'ils finissent d'accomplir leur peine ou pas? Ce conflit ayant cessé, comme partout ailleurs dans le monde, et conformément à la tradition française, nous pensons qu'ils doivent bénéficier d'une loi d'amnistie. Et je vous rappelle, par exemple, qu'il y a eu des amnisties en France pour des conflits autrement sanglants et autrement douloureux. Je n'évoquerai même pas la guerre d'Algérie, mais je rappellerai, en saluant nos frères kanaks, qu'en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il y a eu un pic de violence, lorsqu'il y a eu en 1988 l'attaque de la gendarmerie d'Ouvéa, 4 gendarmes morts. Et derrière la mort de 19 militants indépendantistes, y compris dans des conditions non résolues à ce jour et dont on peut légitimement penser que plusieurs de ces décès étaient constitutifs à des corvées de bois, c'est-à-dire des exécutions sommaires. Eh bien, 1988, ce drame, derrière accord de Nouméa, qui nous ont amené jusqu'à aujourd'hui, 1990, loi d'amnistie pour tous les crimes de sang. Alors,
Je sais que lorsqu'on parle d'amnistie, on pense à l'assassinat du préfet Erignac, qui est l'acte le plus lourd et le plus douloureux. Doit-il être amnistié, Yvan Colonna? Nous disons que l'amnistie ne doit par principe exclure personne. Aucun acte. Nous l'affirmons. Ceci étant, nous rappelons également que concernant la terrible affaire de l'assassinat du préfet Erignac, les 3 personnes qui restent incarcérées, Alain Ferrandi, Pierre Alessandre, Yvan Colonna, ont toutes été condamnées définitivement. Yvan Colonna continuant à protester de son innocence, mais je laisse de côté. Elles ont été condamnées définitivement. Elles ont été condamnées par des magistrats antiterroristes qui ont choisi d'écarter la peine de sûreté, qui ont donc décidé, ces magistrats professionnels antiterroristes, que ces personnes, au bout de 17 ans et demi, pourraient bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle. Or, Alain Ferrandi et Pierre Alessandre ont purgé plus de 18 ans de réclusion, ce qui veut dire qu'ils sont aujourd'hui susceptibles d'être remis en liberté. Nous ne demandons pas cela en l'état, c'est une décision judiciaire. Nous disons simplement ces hommes qui pour les 2 premiers ont purgé 18 ans, qui pour le 3e en a purgé 14, ne l'oublions pas, peuvent aujourd'hui, après avoir été trimballés dans toutes les maisons d'arrêt et dans tous les centres pénitentiaires de France, loin de leur famille, loin de leurs enfants, loin de leurs épouses, venir purger le reliquat de peine en Corse, et que cela ne heurterait personne, et je le pense et je le dis avec tout le respect que je dois à la mémoire du préfet Erignac et à sa famille, je pense que, y compris la partie civile dans cette affaire, n'y verrait pas d'inconvénient, car comme le disait Valéry Giscard d'Estaing, la prison, ça doit être la privation de liberté et rien d'autre. Merci Gilles Simeoni, il est 8h57, presque 58.